Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un grand film. Et là, quand je dis grand, c'est grand dans tous les sens du terme. Un film fort, musculeux, au corps huileux, Les 10 Commandements, la grande version de 1956. Un classique épique signé Cecil B2000 qui avait déjà réalisé la version de 1923. Je vous renvoie à ma critique précédente. C'est un film complètement épique, avec un casting prestigieux, Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Deborah Paget, Cédric Hardwicke, John Carradine, Vincent Price ou encore John Derek. Toute une brochette d'acteurs qui jouent dans un film qui était le plus cher à l'époque, 13,5 millions de dollars, sachant qu'aujourd'hui on fait des comédies à 13,5 millions, mais à l'époque, en 1956, c'était le plus gros budget. Il a rapporté 122 millions à l'époque, réexploité et surtout rediffusé à la télévision. Il y a eu des critiques complètement élogieuses, de très bonnes critiques généralement à l'époque. C'est un film qui dure 3h40, oui, 3h40, et pas le film sorti en Blu-ray, le film en salle. Imaginez rester pendant 3h40 en salle, c'est formidable. Ça aujourd'hui on ne le fait plus, on coupe un film en plusieurs parties, mais à l'époque, voilà, ils avaient les couilles et c'était vraiment une autre façon de penser le cinéma, de le regarder. Et c'est voilà, le film durait 3h40. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce film? Eh bien, il raconte la libération des Hébreux esclaves en Égypte. Moïse est sauvé des eaux, élevé à la cour de Pharaon Séti Ier avec le futur Ramsès II, sur lequel il déclenche les 10 plaies d'Égypte pour le forcer à libérer son peuple. Et en chemin, Dieu lui remet les tables des lois pour conduire tout ce beau monde à la terre promise. Alors je sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie de parler de film épique, mais du vieux épique. Et à la vue de mes notes, je peux vous dire que la vidéo elle sera aussi épique que le film. Elle sera très très longue cette vidéo, j'ai tellement de trucs à vous dire. C'est incroyable, hein, je pensais pas, mais en fait, c'est génial de se replonger dans les vieux films. Alors je sais que c'est pas un film qui est forcément au goût de certaines personnes, je verrai bien de toute façon que je le vois bien quand je parle d'un vieux film, il y a moins de vues, comme par hasard sur la vidéo, mais est-ce qu'il se projette seulement dans l'époque de sa production qui était aussi jouissive qu'aujourd'hui? Alors je l'ai découvert en VHS, mais j'ai eu plus de difficultés avec ce film qu'avec Ben-Hur, un peu le répondant à la fin de la décennie. Ben-Hur aussi un énorme film formidable, aussi avec Charlton Heston. Alors je l'ai revu dans une très bonne qualité, je croyais honnêtement que je m'ennuierais, mais en fait non. Mais les 10 commandements, je me souviens surtout de la scène de l'orgie. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Mais voilà, surtout Moïse qui détruit en fait la fausse idole. Ça, c'était une image qui m'avait marqué quand j'étais petit. Je me souvenais aussi de l'eau de l'île qui devenait rouge. Je me rappelais très bien de ces scènes qui étaient très très marquantes pour moi. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je l'ai revu. Et c'est aussi avec un grand plaisir que je vais vous en parler. Les 10 commandements, c'est un classique. Un vrai classique. Un bon classique pour se remettre un peu les idées en place, parce que c'est très difficile pour les jeunes d'aujourd'hui, habitués aux séries, de tenir devant un film aussi long. Donnez-moi tort, franchement, donnez-moi tort et dites-moi que vous pouvez aussi rester devant des films qui durent une éternité, mais qui sont aussi intéressants. Et puis ce film, tout le monde le connaît, c'est la Bible. C'est un film religieux épique. Il y a beaucoup de gens qui parlent de péplum ou de films aux teintes bibliques comme des péplums. Il y a eu aussi beaucoup de films italiens et bien sûr les Américains se déplaçaient aussi en Italie pour filmer. Mais là, on est vraiment au top. À aucun moment, j'ai entendu parler, curieusement, de péplum chez les Américains quand ils parlaient de ce film. Mais vraiment, le film biblique. Ils parlaient vraiment de ça. Alors il
Il y a des superbes scènes, mais c'est formidable. Et aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de scènes, parce que ce sont des scènes romanesques. C'est romanesque à mort, mais c'est un truc de dingue, hein. Il y a par exemple un incident de chantier pendant la création de la cité de Ramsès, ou de Séti, je ne sais plus, et il y a une femme qui vient implorer la pitié de Moïse. Alors elle se met à ses pieds, tout ça, et des dialogues, mais des dialogues qui sont tellement bien écrits, et en français, c'est extrêmement bien traduit. J'y reviendrai un peu après sur les dialogues, et on prend son temps pour installer les situations, les dialogues, les conflits des personnages. C'est une mémoire de film, une mémoire d'un certain cinéma, d'une certaine époque du cinéma. Quand vous le regardez, il y a vraiment tout le cinéma américain de ces années se retrouve dans ce film. Et c'est aussi un film qui, définit Cecil B. DeMille. Le réalisateur est connu pour ce film-là, mais il n'a pas fait que ça, justement. C'est ça qui est très intéressant. Il excelle là aussi dans le mélodrame, le western et surtout la comédie. Alors le mélodrame, je l'ai découvert avec la première version des 10 Commandements. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'autres choses. Si vous voulez un petit peu de documentation, alors je n'ai pas lu le livre, mais si ça vous dit, je vous invite à regarder le livre de Luc Moulet, Cecil B. DeMille, l'empereur du mauve, qui constate que seulement 8 films du réalisateur sur plus de 80 correspondent à cette catégorie de films antiques ou religieux. Et en étant assez large dans ses définitions, il y a parmi eux quand même Jeanne d'Arc, Les Croisades, qui est très très bien. Les Croisades, j'ai beaucoup aimé Les Croisades, surtout une scène magique. Avec mon frère, on a eu un gros délire sur cette scène. Et bien sûr, les 2 versions des 10 Commandements. Il fait donc 2 versions de ce récit biblique. C'est assez exceptionnel quand on y pense, de revenir sur sa première version, un petit peu comme Hitchcock avec L'homme qui en savait trop, exactement. Alors, inspiration aussi curieuse que improbable, je ne l'aurais pas cru. Pour moi, c'était simplement le récit de la Bible, voilà, qui a été mis en image. Mais non, c'est un film entre histoire et fiction, qui s'inspire aussi d'autres livres que de la Bible. Pour un peu compléter le récit, en quelque sorte, eh bien, il y a eu d'autres livres qui ont été mis à contribution. Alors, il y en a 3 que j'ai trouvés, qui sont souvent revenus dans les critiques. Le Prince d'Égypte, de Dorothy Clark Wilson, Les pillards de feu, des Pillars of Fire, du révérend J.H. Ingraham, et Eagle's Wings, du révérend A.E. Soughton. Donc ce sont 3 livres qui ont aidé à remplir les trous en quelque sorte, mais le travail de reconstitution historique n'est pas l'essentiel ici. Il y a eu des consultants en Bible, bien sûr, des chercheurs et des historiens qui furent mis à contribution. Après, bien sûr, si on est des méga chrétiens, le film ne trouvera pas sa place à nos yeux, bien entendu. Il y a toujours des critiques sur des modifications du récit par rapport à la Bible. Ça a été toujours le cas pour n'importe quel film biblique. Mais je pense qu'un bon spectateur accepte facilement les conventions et le merveilleux judéo-chrétien propre au genre biblique. Il accepte bien que les Hébreux soient interprétés par de bons spécimens d'Américains, parlant la langue de Shakespeare. Ce qui est important, ce n'est pas la cohérence historique, mais l'histoire que le film raconte. L'histoire d'un homme qui va libérer le peuple tout entier et tout sacrifier. La richesse, le pouvoir, l'amour. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a bien sûr tout un scénario qui se dévoile au fur et à mesure de ces 3h40. On a déjà un phénomène de libération à 37 minutes, une libération où Moïse va au temple avec les esclaves pour leur donner du blé, dans l'espoir que ça les motive à continuer à travailler. Mais il y a déjà une libération des ordres formels des contremaîtres. Et c'est un film qui inspire, qui fait croire. Mais vraiment, presque avec une vraie portée politique, pour le coup. On disait bien que DeMille était un anticommuniste virulent et qu'il a créé un lien entre le gouvernement soviétique et les Égyptiens. Un parallèle bien tenace, régulièrement trouvé dans les critiques américaines et évoqué lors de l'introduction du film. On a un plan avec le réel qui vient devant nous, voilà, pour nous parler du film tranquillement, nous le présenter tout simplement. DeMille se présente devant nous et insiste sur le message de son film. Il dit « Un homme doit-il être régi par la loi divine ou celle d'un pouvoir temporel incarné par un dictateur capricieux tel Ramsès II? Les hommes sont-ils la propriété de l'État ou des âmes libres devant Dieu ?» Point d'interrogation. Ce n'est pas très loin de propos d'hommes politiques américains, mais bon, je dois bien vous avouer que des fois, j'ai l'impression que entre le discours pour la liberté des peuples et le discours d'un président des États-Unis,
Il n'y a qu'un pas à franchir. J'ai lu aussi des textes anglo-saxons sur la sexualité dans le film. Comment parler de sexe quand on est encore dans le Code Hays, parce que je vous rappelle, le Code Hays, c'est un code de censure qui est apparu dans les années 30 et qui censurait absolument tout ce qui se faisait. Sachant que, et ça je l'ai découvert récemment, Cécile B2000, il faisait des partouzes chez lui. Oui, vous avez bien entendu, des partouzes. Enfin non, plus précisément c'était des orgies, mais quand même. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont pas me croire, mais Cécile B2000, il fait pas des orgies. Eh bien, je vous invite à aller regarder la vidéo du critique Jean-François Roger, qui est un critique qui a fait une vidéo, une conférence sur Cécile B2000. Je pense que c'est quelqu'un qui sait, en tout cas bien mieux que moi, qui il était vraiment. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, elle est très intéressante, j'ai pris plein de notes. Donc oui, et il parlait justement que c'était quelqu'un qui organisait de vastes fêtes, un petit peu limite. Hein. Donc c'était très intéressant d'entendre ça, et c'était aussi un autre son de cloche concernant un petit peu le personnage et comment il abordait ses histoires et ses thématiques également. Et cette idée d'orgie, on le retrouve dans la version de 1923 ou comme la version ici. Et je pense que si je regardais d'autres films de ce réalisateur, ça me sauterait aux yeux également. Je parlais d'un casting occidental, on faisait le gros reproche pour Exodus de Ridley Scott, mais ici ce n'est pas mieux. C'est semblable en fait. Or je comprends pas pourquoi tout le monde dit ouais c'est n'importe quoi dans Exodus, enfin, des conneries, encore une fois des conneries. Hein. Alors si on critique violemment le casting de Exodus, on pourrait aussi critiquer ce casting là. Il y a vraiment un problème je pense à ce niveau là, mais j'y reviendrai de toute façon sur les castings occidentaux de Exodus. Je trouve que c'est une fausse critique. Sachant qu'ici, les grands acteurs principaux sont des acteurs d'Hollywood et ce sont certainement pas des acteurs locaux. Alors il y a beaucoup de personnages secondaires qui n'étaient pas interprétés par de grands acteurs de ce que j'ai lu. Hein. Bon, il y a Edward G. Robinson qui jouait plutôt des rôles de gangsters. Il y a aussi Vincent Price et John Carradine qui ont joué plutôt dans des films d'horreur. Une de ces listes aussi pour les rôles féminins. Bon, je ne suis pas là pour faire le listing des caractérisations des acteurs. Il y a plein d'autres acteurs. Mais c'est avant tout, tous ces autres acteurs, vous vous en foutez. C'est le film de Heston. Le film de Charlton Heston. Avec un sens aigu du théâtre dans certaines scènes, même dans la façon dont c'est filmé, hein, avec tous les acteurs dans le plan, des scènes de théâtre très longues. C'est aussi un phrasé, une façon de se tenir très théâtrale. C'est des petites scénettes avec un nombre de personnages limité. La scène par exemple de Révélation où notre Moïse apprend qu'il est juif est particulièrement révélateur de cette tendance, avec de grands monologues, grandiloquents et fort aussi solennels, des dialogues qui sont déclamés avec beaucoup de clarté. On a l'impression qu'il joue mal, mais en fait c'est théâtral, c'est très appuyé. Ce ne sont absolument plus les dialogues d'aujourd'hui. C'est un style de jeu et de dialogue qu'on ne fait plus du tout dans notre cinéma contemporain. Ce n'est pas ridicule, ce n'est pas risible, c'est juste d'une autre époque. Et je vais vous citer une ou deux répliques qui sont absolument formidables, mais des dialogues de fou. Par exemple, il y a un moment, il y a Moïse qui est traîné avec les esclaves. Donc il est en train de partager leur labeur. Et il y a la princesse qui vient le narguer. Et il y a Moïse qui est dans la boue, ses vêtements sont dans la boue. Et il parle de ses frères de cette façon. Il dit... Alors c'est la version française que je trouve formidablement bien traduite. Alors je vous cite du français, hein, ne m'en veuillez pas, mais je pense qu'en VO ça doit être tout aussi classe. Alors écoutez bien. S'ils sont souillés, c'est par la boue de la servitude, mais leur odeur est celle de la justice. Ça c'est du dialogue, ça c'est de la réplique. Là tu peux pas tester, hein. Alors là tu peux pas tester. Alors je vous cite encore une autre partie, c'est quand il rencontre sa femme, enfin sa future femme, quand il est devenu un maître berger avec son bâton. Donc il y a la femme qui vient le rejoindre et qui parle bien sûr de la princesse. Donc la princesse égyptienne, alors que qui lui faisait du rentre-dedans quand il était encore là-bas en Égypte. Donc la femme elle sait pas trop comment se placer par rapport à cette princesse égyptienne qui était magnifique, qui était très belle et tout ça. Et elle dit une chose... Oh là, c'est tellement, quand je vois les lignes, c'est tellement beau. Elle dit, précisément, « Je sais que nos mains ne sont pas blanches, mais elles travaillent. Nos corps manquent peut-être de grâce, mais ils sont forts.
Nos lèvres ne sont pas parfumées, mais elles croient les mots qu'elles prononcent. Nous ne cherchons ni or ni richesse. Seul l'honneur est notre parure. Oh, c'est tellement excitant. Et c'est pas terminé. Et il y a Moïse qui lui répond. Pourrais-tu alors remplir le vide de mon cœur? Oh, c'est tellement génial. Mais c'est pas terminé. Et elle lui répond. Je ne sais pas si je pourrais le remplir, Moïse, mais je ne serai jamais jalouse d'un souvenir. Je vais m'arrêter là, mais regardez la puissance de ce dialogue. Et en français, alors imaginez en VO, ça doit avoir, en plus avec les voix des vrais acteurs, mais là déjà en français, ça pétait de classe. Mais c'est franchement, mais écoute, regardez cette poésie et dans la traduction, toute la richesse théâtrale et monolithique de ces tirades sont formidables. Moi, j'ai vachement kiffé les écouter dans le film. Et les écouter aussi en français. Non, mais franchement, là, je fais une pause quand même sur ces dialogues, mais ils sont formidables. Je vous invite vraiment à regarder ce film rien que pour les dialogues. Ça vous donnerait presque des idées. Non, mais franchement, c'est excellent. Je dois bien vous avouer que le film est déjà à un niveau incroyable, mais il est un peu pourri quand on le compare à Ben-Hur, réalisé quelques années plus tard seulement. Et Charlton Heston n'est pas aussi bon que dans le grand film de William Wyler. Alors déjà, là, il en tient une couche. Mais alors dans Ben-Hur, c'est le summum Ben-Hur. C'est l'ultime classique Ben-Hur. Pour moi, c'est Ben-Hur, quoi. Là, c'est bon, c'est le 10 commandements, c'est pas mal, mais... Déjà ici, Charlton Heston campe un personnage incroyable, un personnage noble. Un homme d'une bonté incroyable qui accueille dans une très belle scène son ancienne mère d'Égypte, alors que les Hébreux la refusent. C'est incroyable. La générosité avec laquelle Charlton Heston campe ce personnage. Une représentation aussi du canon de beauté masculin, glamour et viril. À un moment, d'ailleurs, il y a une scène excellente où il y a les femmes qui veulent lui laver les pieds. Alors ça devient tout de suite un peu érotique, hein. Je trouve, hein, ça devient un peu un harem, faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que Charlton Heston, c'était un beau mec à l'époque, hein. La performance de Heston est saluée absolument partout dans les critiques. Je n'ai pas vu une seule critique qui n'était pas élogieuse sur Charlton Heston. C'est la grande performance de l'époque. Si je devais trouver des défauts, mais encore là c'est plus un défaut de montage, réalisation, c'est que sa transition d'égyptien en juif est un petit peu rapide. Les conflits personnels ne sont pas aussi denses qu'on l'aurait souhaité, mais ça vaut vraiment le détour. Surtout quand elle est face au pharaon. Et le pharaon, alors il y a une scène formidable, le père de Ramsès, donc Séti Ier, est prêt à lui pardonner juste parce qu'il l'aime. Et c'est des rapports de personnages qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et c'est formidable parce que on prend le temps de narrer toute la psychologie des personnages. Alors bien sûr, ça donne des scènes de 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'elles sont fortes, ces scènes. Toute l'émotion du spectateur est amenée progressivement. Et on peut être très très ému. Hein. J'étais ému par moments. Cette scène avec le père prêt à lui pardonner le meurtre d'un Égyptien parce qu'il aime son fils. Si c'est pas formidable ça. Mais Moïse, lui, il est la torche par laquelle Dieu éclaire l'esprit des hommes sur les chemins de la liberté. Moïse se pose aussi beaucoup de questions. Quand il revient en Égypte, c'est un peu un Moïse loser. Clairement, je trouve que dans ce cas-là, Exodus et les 10 commandements ont beaucoup de points communs. Au-delà de ça, c'est un film qui est très codé. Par exemple, Moïse doit choisir une femme sur 7 femmes, mais il est déjà plus intéressé par celle qui n'a pas les cheveux noirs, voilà. Mais la brune, voilà, en robe blanche, tout ça est bien codé en termes de couleurs. Le film est très coloré, j'y reviendrai. Mais voilà, c'est très codé aussi dans la fonction des personnages, les actions qui font basculer le récit. Tout ça est assez classique. Il y a une intrigue sentimentale où Moïse ne veut pas que Néfertari soit aux côtés de Ramsès. Alors voilà, il est un peu tiraillé. Alors Heston avait déjà travaillé avec Cecil B. DeMille dans Sous le plus grand chapiteau du monde, qui était sorti en 1952, aussi un classique que je n'ai pas vu mais que je voudrais bien voir à un moment. Alors bien sûr, en tant que grand acteur,
il remporta le rôle aux auditions et il en profita pour emporter son fils Fraser, alors âgé de 3 mois, pour incarner Moïse enfant lors de la scène du berceau dans le Nil. Je tiens aussi à vous rappeler que son fils Fraser le mettra en scène des années plus tard dans l'adaptation de L'île au trésor, comme quoi tout se rejoint. Adaptation où il y a Christian Bale qui joue après Moïse dans la version d'Exodus. Si ça c'est pas ta transition, non mais ça c'est formidable, les connexions qu'on peut faire dans le cinéma. Donc oui, on a Charlton Heston qui joue merveilleusement bien, il joue aussi Moïse vieux, avec un peu sa barbe à papa à la fin, une barbe un petit peu trop blanche pour être vraie. Et il est confronté à Yul Brynner, un acteur d'origine russe et mongole. Ce n'est pas pour rien par rapport au message politique que j'évoquais au début, mais Ramsès est trop étranger aux idéologies pour être une incarnation des totalitarismes du XXe siècle. Il est davantage une figure archétypale de la tyrannie, une notion un peu plus universelle qui touche plus de gens. Ramsès est digne, arrogant, c'est un Ramsès stoïque. Yul Brynner joue un personnage froid, un petit peu trop calme. Brynner capture très bien ce caractère arrogant, mais je le trouve beaucoup trop détaché émotionnellement. Ramsès et Moïse se battent pour le trône, mais aussi pour la femme Néfertari. Enfin, Moïse ne se focalise pas vraiment sur le trône, mais il est une menace pour Ramsès, qui cherche à le discréditer. Et là, tout ce qui se passe dans l'histoire est une belle aubaine pour lui. Un film classique qui est complètement dans la tendance de l'époque, c'est-à-dire un film avec une ouverture et un entracte. L'ouverture qui peut durer 5-6 minutes, voire même plus longtemps encore. Le temps peut-être que les gens se mettent en condition, et l'entracte où on peut peut-être éventuellement rapidement sortir, aller très très vite au WC et revenir avec une belle musique de pause, mais une véritable pause. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait refaire. Alors, bien sûr c'est anti-économique, mais je trouve qu'on devrait le refaire. Un vieux film, enjoy the classique. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui ait les couilles de faire un truc pareil. Une ouverture et un entracte. Bam, comme ça. Ah mais ça, c'est pas donné à n'importe qui. Alors c'est un film bien sûr qui est très coûteux. C'était le plus coûteux en 1956. La version de 23 avait coûté 1,4 million. En 56, 13,5. Alors qu'en 23, c'était déjà le film le plus cher de mémoire, il me semble. Donc on voit que vraiment ça a évolué. Aujourd'hui, on atteint des sommets, des choses complètement folles. Tout est énorme et fou dans ce film. Le tournage a duré 6-7 mois. Il y a eu des costumes et à n'en plus finir, des lentilles de contact de couleur brune pour certains acteurs et actrices, durs à supporter avec ces fortes lumières sur les plateaux qui les chauffaient, ils avaient les yeux tout rouges. Une présence de 10 000 figurants à ce que j'ai lu, c'est vraiment énorme. Et bien sûr de grands plans d'ensemble avec beaucoup de gens, et ce n'était pas des effets spéciaux, il y avait des larges décors, c'était aussi très théâtral dans le placement des personnages, on ressentait les studios pour les décors. J'ai presque envie de dire que ça sentait un peu trop le studio par moment. Et inutile de vous dire que les acteurs ne sont jamais sortis d'Hollywood pour faire le film, bien sûr. Il y a eu des choses qui ont été filmées en Égypte, au Mont Sinaï, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que s'il y a juste 5% du film tourné en Égypte, pour les plans de transition par exemple, on a eu des grands plans d'ensemble avant de rentrer dans les séquences, comme les scènes du palais. Donc voilà, on présente, attention, ceci c'est l'Égypte, et hop, après on passe en studio, donc on passe à Hollywood. Mais ce plan d'ensemble égyptien, eh bien c'était tout simplement un plan de transition où il y a généralement pas nos acteurs principaux. Mais les décors pour ce film ont été parmi les plus grands jamais construits. Il y a eu, en fait, à ce que j'ai lu, et j'ai vu le film en plus juste après, des décors et des costumes du film L'Égyptien de Michael Curtiz, sorti en 1954, qui furent réutilisés pour la production du film. Alors juste petit aparté, L'Égyptien de Michael Curtiz, c'est très très intéressant, mais alors là, il faut pas avoir un flingue à côté de soi, parce que quand vous aurez fini de regarder le film, vous aurez envie de prendre ce flingue et vous tirer une balle dans la tête. C'est extrêmement déprimant. Et c'est pas déprimant parce que c'est long ou que c'est lent, c'est que ce qui se passe, c'est horrible. Oui, le film, il est très très violent. C'est un mec qui a tout pour plaire, il a une bonne situation, il est bien vu par le pharaon, et il se fait vampiriser par une femme fatale de l'époque.
Et c'est horrible de voir ça. Je vous assure que c'est vraiment horrible. Hein. Mais c'est un très bon film. Hein. Je vous invite justement, si j'ai senti que c'était horrible, c'est que les effets ont marché parce que c'était volontaire, ça, je pense. Mais c'est un film intéressant à voir. Donc il y a eu une réutilisation des décors de production pour les 10 commandements. Il y a un vrai amour du cinéma à cette époque. Aujourd'hui, tout est corrompu, tout a dégénéré, c'est incontestable. Mais il y a des moments du film, on dirait le film de Griffith, Intolérance. Et c'est aussi un film réalisé par quelqu'un qui n'est plus tout jeune. 2000 avait 75 ans environ quand il a fait le film. Et c'est un tournage à raison de 12 heures par jour, hein, sur une chaise, dans le désert, ou dans le studio généralement, mais il était aussi allé dans le désert, hein, passant d'une caméra à une autre pour vérifier que tout était bon. Hein. Et il a même monté le mont Sinaï, le mec. Hein. Il s'est vraiment investi physiquement, le Cecil B2000. Mais pensez bien que c'était pas sans problème. Il y a eu un problème à la poitrine, le pauvre mec. Mais le gars, il a dit « Osef !» et il continue à tourner. Le mec, il était fou. Et devant son producteur et son médecin et sa fille, il dit « Je préfère être un réalisateur mort sur un plateau qu'un réalisateur vivant sous une tente à oxygène. » C'est ce qu'il avait dit. Quel extrémisme, mais aussi quel courage. Moi, j'admire ce mec qui veut faire son film à fond. Alors le mec, ce qu'il a fait, il refusait de se reposer et congédia les médecins. Le lendemain, il se sentait déjà mieux. C'est complètement fou. Je ne vais pas vous faire toutes les anecdotes de tournage du film, mais il y en a tellement. Des fois on se dit que à l'époque, voilà, c'était pas aussi fou ce qui se passait sur les tournages qu'aujourd'hui, mais si, ils en tenaient déjà une couche à l'époque. Par exemple, il y a la robe que porte Moïse, qui a une histoire. J'ai pas relevé tous les trucs qui se sont passés avec cette robe, mais c'est une robe qui a une histoire incroyable, une histoire de conception, de tout ce qui se passe avec cette robe. C'est un truc de fou. Hein. Je vais pas vous en parler, mais chez les Anglais, ils ont fait des textes dessus, c'était dingue. Et 2000 donna, à ce que j'ai lu, cette robe à Arnold, non pas Schwarzenegger, mais à Arnold Friedberg, qui est le costume designer, en le remerciant. Voilà la robe qu'il garda chez lui jusqu'à sa mort, la robe que portait Moïse. C'est presque un objet sacré. La robe était devenue un objet sacré. C'est dingue ça, alors que c'est une robe de tournage. Et quand je parle de la robe, c'est aussi de merveilleuses couleurs de cette robe. Il y a eu un énorme travail de couleurs sur tous les costumes, même généralement dans tout le film. C'est un film qui pète la rétine en termes de couleurs. L'étalonnage existe aujourd'hui, mais à l'époque, je ne pense pas que c'était aussi fiable. Je ne suis pas sûr. Là, je vais un peu à reculons. Je ne sais pas sûr s'il y avait vraiment l'étalonnage comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais il y a vraiment eu de magnifiques couleurs sur le plateau. Ça devait être super beau. Techniquement parlant, c'est pour l'époque à l'échelle de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Admirer ces riches couleurs du procédé Technicolor, ça permet de montrer aux jeunes les grands récits bibliques. Mais vraiment, c'est vrai, comme je l'avais dit dans la précédente critique, hein, rien ne vaut qu'une bonne dose de Bible. Plus sérieusement, il y a de très très beaux plans, de très très belles compositions, c'est rigoureux et classique. Pour continuer un petit peu sur les aspects techniques, il y a une utilisation de la VistaVision. Alors, donc pas de cinémascope, je vous rappelle, qui est apparu en 1953 avec le film La Tunique, qui est donc du ratio de 35, et bien ici c'est du 1,50, donc c'est la VistaVision. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller vous renseigner. Le Wikipédia vous donne quelques entrées que vous pouvez développer après sur les sites spécialisés, mais c'est donc un procédé de la Major Paramount qui était réputé pour la grande qualité de son image. Ça attirait les gens en salle avec des choses que la télé ne faisait pas, qu'on utilise encore aujourd'hui d'ailleurs pour filmer les scènes avec des effets spéciaux, voire généralement des scènes qu'on va traiter par la suite. Et en parlant d'effets spéciaux, on a des écrans verts, façon de parler. Oui, on a des écrans bleus avec des incrustations que vous voyez assez dégueulasses pour aujourd'hui, bien entendu. C'est un peu le fond vert primitif d'aujourd'hui, avec un manteau en peau et une grosse massue. Mais oui, c'est le Travelling Mate, les premières formes d'incrustation. Il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque pour faire les effets visuels, donc ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient, y compris du dessin. La séquence par exemple avec la tornade de feu, eh bien c'est du dessin. Il y a eu aussi une séquence avec le bâton qui se transforme en serpent, eh bien c'est de la surimpression, et il me semble bien qu'après on passe sur de l'animation, du dessin. Et il faut bien sûr parler de cette scène incroyable
de l'ouverture de la mer Rouge, qui devait être la plus grande scène d'effets spéciaux de l'histoire pour l'époque. La mer Rouge, c'était un gros effet très compliqué, le plus compliqué à l'époque. Ils ont filmé au studio de la Paramount, dans les réservoirs et sur les rives d'Égypte, où l'eau se déversait dans un tracé, qu'ils ont transformé en chute, en passant la caméra d'un plan horizontal à la verticale. Et après, il y a eu des systèmes de cache et de surimpression qui ont fait le boulot par la suite. Et après, on joue sur la vitesse du plan, on va inverser la vitesse pour qu'on ait l'impression que l'eau se retire de la terre. Et voilà, un Oscar des meilleurs effets visuels dans la poche, tout simplement. Il y a eu des astuces de caméra, du matte painting, composition optique, des effets de montage pour créer ces effets. C'est formidable. Et quand on parle de montage, très rapidement, c'est souvent toujours un peu la même chose. C'est un montage classique, invisible, qui ne se voit pas, où la coupe est toujours placée au bon moment. Il y a beaucoup de plans séquences sur les deux personnages à l'écran. C'est pour ça que ces films sont toujours plus des films d'acteurs que des films de technique pure et de mise en scène en fait. Mais quand il y a l'acteur qui dit un truc important, hop, on passe à un plan plus rapproché, à un gros plan. La musique, quant à elle, elle est de Elmer Bernstein, très forte, qui s'entend beaucoup. Une musique assez bruyante, ce qu'on reproche à Hans Zimmer, mais en fait, ce qu'il fait, le Bernstein, c'est ce que fait Hans Zimmer, mais en plus ancien. Quand il y a du suspense, il y a une grosse musique. Et c'est en cela que Hans Zimmer est un pur compositeur hollywoodien, dans la tradition totale de ce qu'il faisait déjà à l'époque. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a par exemple une révélation qui se fait à Ramsès et elle n'a pas de musique. Alors que c'est un moment de tension. Donc les mecs aussi ont une réflexion par rapport à l'utilisation de la musique. Alors bien que nommé cette fois lors de la 29e cérémonie des Oscars en 1957, eh bien le film ne remporta qu'une petite statuette, celle des meilleurs effets spéciaux. Il aurait rapporté aujourd'hui avec l'inflation plus de 2 milliards de dollars, avec des ressorties régulières en 1966, en 1972 et en 1990, avec une version restaurée. Et bien sûr, il passa très régulièrement à la télévision aux États-Unis. Ça, c'était revenu très souvent dans les critiques. On faisait revenir les 10 commandements pour rappeler aux gens qu'est-ce que c'était que la Bible et ce qui en venait aux petits coquins qui respectaient pas les 10 commandements. Avoir fait ce film en 1956, c'est quand même exceptionnel. Une grande puissance théâtrale qui a complètement disparu aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous raconter sur le film, mais vous avez déjà eu beaucoup de choses. J'ai eu un texte de plus de 100 pages à lire, avec la moitié, voire bien plus de la moitié que en anglais, que j'ai tout traduit, que j'ai trié, que j'ai ajusté et que j'ai mis en forme pour vous, pour cette vidéo. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut regarder ce film. Il est formidable. Et c'est aussi un film qui illustre parfaitement l'âge d'or du cinéma hollywoodien d'après-guerre, finalement. Alors pour tout vous dire, je voulais faire une semaine Charlton Heston. Mais toutes ces œuvres sont tellement gigantesques qu'au final c'est impossible pour moi de vous faire une semaine Charlton Heston. Rien que les 10 commandements, j'étais déjà épuisé après avoir fait le texte. Parce que les films dans lesquels il a joué sont tellement monumentaux. Mais j'ai envie de vous en reparler de ce mec. Et des films dans lesquels il a joué. Le Soleil Vert, le Cid. Je vous reparlerai du Cid. J'ai beaucoup aimé aussi le Cid. Et bien sûr, Ben-Hur. Je vous reparlerai de Ben-Hur. Je ne sais pas sous quelle forme, mais j'ai envie de vous parler de Ben-Hur. Alors c'est un grand film épique qui a un peu du mal à exister aujourd'hui, mais c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est pour vous montrer que les films à l'époque, c'était aussi épique qu'aujourd'hui. Ça avait même, je pense, une meilleure teinte épique qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note? Ah là 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 là, mais je préfère Ben-Hur que ce film, hein. Faut pas se voler la face. Ah, je lui mettrai un 17,5 sur 20. Parce qu'il faut s'accrocher quand on regarde ce film. C'est très long, c'est très lent, mais c'est formidable. Donc oui, un bon 17,5 sur 20. Mais sachez qu'une chose, Ben-Hur, il aura une meilleure note que ce 17,5. Oui, je reviendrai sur Ben-Hur, c'est dans mes projets. J'ai encore rien fait dessus, mais j'ai envie d'y revenir. Alors, pour terminer cette critique incroyable qui a duré très longtemps, eh bien, je vais vous faire une dernière réplique, qui est justement la dernière réplique du film
Allez proclamer que la liberté règne sur toute la terre et qu'aujourd'hui, elle appartient aux hommes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!